Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter une autre petite nouvelle de John Steinbeck. Fuite. Très belle écoute à tous. À quelques 15 milles plus bas que Monterey, sur la côte sauvage, les Torres avaient leur ferme, quelques arpents sur une pente en haut d'une falaise qui descendait jusqu'au récif brun où sifflaient les eaux blanches de l'océan. Derrière la ferme, les montagnes de pierre se dressaient contre le ciel. Les bâtiments de la ferme pelotonnaient au bas de la montagne à laquelle ils s'accrochaient comme des pucerons, s'aplatissaient comme si le vent allait les chasser à la mer. La petite cabane, la grange décrépite et branlante, rongée par le sel gris de l'océan, battue par le vent humide, avait pris la couleur des collines granitiques. 2 chevaux, une vache et un veau roux, une demi-douzaine de cochons et une bande de poules décharnées et multicolores garnissaient l'endroit. Sur la pente aride, un peu de maïs avait été planté, qui poussait court et épais sous le vent, et dont les épis se formaient tous côtés terre des tiges. Mama Torres, une femme maigre et sèche, aux yeux anciens, menait la ferme depuis 10 ans, depuis que son mari avait un jour trébuché sur une pierre dans le champ et s'était étalé de tout son long sur un serpent à sonnette. Quand on est mordu à la poitrine, il n'y a pas grand-chose à faire. Mama Torres avait 3 enfants, 2 avortons noirs de 12 et 14 ans, Emilio et Rosie, que Mama mettait à pêcher sur les rochers au bas de la ferme, quand la mer était clémente et que ce truand de policeman se trouvait dans quelque coin éloigné du comté de Monterey. Et il y avait Pépé, le grand-fils souriant de 19 ans, garçon gentil, affectueux, mais très paresseux. Pépé avait une longue tête pointue au bout, et au sommet de laquelle poussaient des cheveux rudes et noirs, qui retombaient tout autour comme un toit de chaume. Au-dessus de ses petits yeux souriants, Maman avait taillé une échancrure toute droite, pour qu'il pût y voir. Pépé avait des pommettes saillantes d'Indien et un nez d'aigle, mais sa bouche était aussi charmante et aussi bien dessinée qu'une bouche de fille, et il avait le menton dégagé et finement buriné. Il était indolent, dégingandé, tout en jambes, pieds et poignets, et très paresseux. Maman le trouvait beau et brave, mais jamais elle ne le lui disait. Elle disait « Il a dû y avoir quelques vaches fainéantes dans la famille de ton père. Sans cela, comment aurais-je pu avoir un fils comme toi ?» Et elle disait « Quand je te portais, un sournois, un fainéant de coyote est sorti de la brousse un jour et m'a regardé. C'est ça qui a dû te faire comme tu es. » Pépé souriait avec embarras et plantait son couteau dans la terre pour garder son tranchant à la lame et l'empêcher de rouiller. C'était son héritage, ce couteau, le couteau de son père. La longue et lourde lame se rabattait dans le manche noir. Il y avait un bouton sur le manche. Quand Pépé appuyait sur le bouton, une lame s'élançait hors du manche, prête à servir. Pépé avait toujours le couteau sur lui, car ça avait été le couteau de son père. Par un matin de soleil, alors qu'au bas de la falaise, la mer toute bleue miroitait et que le ressac moussait sur les brisants, alors que les montagnes elles-mêmes avaient l'air bienveillantes, Mama Torres cria par la porte de la cabane. « Pépé, j'ai de l'ouvrage pour toi !» Il n'y eut pas de réponse. Mama tendit l'oreille. De derrière la grange, elle entendit un éclat de rire. Elle releva son long jupon et marcha vers l'endroit d'où venait le bruit. Pépé était assis, adossé à une caisse. Ses dents blanches luisaient. De chaque côté de lui se tenaient les 2 noireaux, tendus dans la tente. À 15 pieds de distance, un piquet de séquoia était planté dans le sol. La main droite de Pépé était mollement posée sur ses genoux, et le grand couteau noir gisait dans la paume ouverte. La lame était refermée dans le manche. Pépé, souriant, regardait le ciel.
Soudain, Emilio poussa un cri. « Ya !» Le poignet de Pépé se détendit d'un petit coup sec comme la tête d'un serpent. La lame sembla voler ouverte dans les airs. La pointe se ficha avec un bruit sourd dans le poteau de séquoia et le manche noir vibra. Tous trois éclatèrent d'un rire excité. Rosie courut au poteau, tira le couteau et vint le rapporter à Pépé. Il referma la lame et de nouveau posa soigneusement le couteau dans sa paume lâche. Il eut un sourire un peu forcé vers le ciel. « Ya !» Le lourd couteau fila droit et de nouveau s'enfonça dans le poteau. Maman s'avança comme se déplace un navire et dispersa le jeu. « Toute la journée tu fais des bêtises avec le couteau, comme un bébé avec un joujou, tonna-t-elle. Allons, debout sur tes grands pieds qui mangent les souliers, debout !» Elle empoigna une épaule souple et molle et le hissa debout. Pépé grimaça un sourire gêné et se remit debout à contre-cœur. « Écoute, dit maman, grand paresseux, il faut que tu attrapes le cheval et que tu mettes sur lui la selle du père. Il faut que tu ailles à Monterey. La bouteille à remède est vide, il n'y a plus de sel. Pars maintenant, Cacahuète, attrape le cheval. » Une révolution s'opéra dans le visage détendu de Pépé. « À Monterey, moi, seule ? Si, maman. » Elle gronda. « Ne va pas t'imaginer, grande brebis, que tu vas acheter des bonbons. Non, je vais te donner juste assez pour le remède et le sel. » Pépé sourit. « Maman, tu mettras le ruban au chapeau. » Alors elle se radoucit. « Oui, Pépé, tu pourras porter le ruban. » Sa voix se fit insidieuse. « Et le mouchoir vert, maman. »« Oui, si tu vas vite et si tu reviens sans avoir eu des histoires, le mouchoir de soie vertira. Si tu fais attention d'enlever le mouchoir quand tu manges pour ne pas faire de taches dessus. Si, maman, je ferai attention, je suis un homme. »« Toi, un homme, tu es une cacahuète. » Il alla dans la grange délabrée, en ressortit avec une corde et d'un pas assez leste monta la colline pour aller chercher le cheval. Quand il fut prêt et en selle devant la porte, sur la selle de son père, qui était si vieille que l'armature apparaissait en maint endroit, à travers les déchirures du cuir, alors maman apporta le chapeau rond et noir, au ruban de cuir travaillé, et se haussa pour lui nouer le mouchoir de soie verte autour du cou. La veste en tissu croisé de Pépé était beaucoup plus foncée que son pantalon de treillis, car elle avait été lavée beaucoup moins souvent. Maman lui tendit la grande bouteille à remède et les pièces d'argent. « Ça pour le remède, dit-elle, et ça pour le sel. Ça pour un cierge pour brûler pour le papa. Ça pour des dulces pour les petits. Notre amie, Madame Rodriguez, te donnera à dîner et peut-être un lit pour la nuit. Quand tu iras à l'église, dis seulement 2 Pater Noster et seulement 25 Ave Maria. Oh, je te connais, grand coyote. Tu resterais là toute la journée à dire des Ave en faisant une bouche grande comme ça devant les cierges et les saintes images. Ce n'est pas de la bonne dévotion de passer son temps à regarder les jolies choses. » Le chapeau noir couvrant la longue tête pointue et la frange de cheveux noirs de Pépé lui donnait de la dignité et le vieillissait. Il se tenait bien en selle sur le cheval efflanqué. Maman pensait comme il était beau, brun, mince et grand. « Je ne te laisserai pas partir seul, petit, si ce n'était pour le remède, » dit-elle à mi-voix. Ce n'est pas bon de rester sans remède, car qui sait quand viendra le mal aux dents ou la misère de l'estomac. Ces choses-là existent. « Adios, maman !» cria Pépé. « Je reviendrai bientôt. Tu peux m'envoyer souvent seul, je suis un homme. Tu es un poulet sans cervelle. » Il redressa les épaules, claqua les rênes sur l'encolure du cheval et partit. Il se retourna une fois et vit qu'il le regardait encore. Emilio, Rosie et maman. Pépé sourit de fierté et de joie, et tirant sur les rênes, il fit prendre le trot au robuste cheval roux.
Quand il eut disparu dans une légère dépression de la route, Maman se tourna vers les Noireaux, mais c'était pour elle-même qu'elle parlait. « C'est presque un homme maintenant, dit-elle. Ce sera une chose agréable d'avoir de nouveau un homme dans la maison. » Son regard reprit de la sévérité en se posant sur les enfants. « Maintenant, allez au rocher. La marée descend, il y aura des abalones. » Elle leur mit le crochet de fer dans les mains et les vit descendre le sentier raide jusqu'au récif. Elle apporta sur le seuil la métate de pierre polie et resta assise à moudre son maïs en farine, regardant de temps à autre la route sur laquelle Pépé était parti. Midi vint, puis l'après-midi, quand les petits battaient les abalones sur les rocs pour les ramollir et que maman tapait à petits coups sur les tortilles pour les amincir. Ils mangèrent leur dîner alors que le soleil rouge plongeait vers l'océan. Ils s'assirent sur les marches du seuil et regardèrent la grande lune blanche qui surgissait au-dessus de la cime des montagnes. Maman fit « Il est maintenant chez notre amie, Madame Rodriguez. Elle lui donnera de bonnes choses à manger et peut-être un cadeau. » Emilio dit « Un jour, moi aussi, j'irai à cheval chercher le remède à Monterey. Est-ce que Pépé est devenu un homme juste aujourd'hui ?» Maman répondit sagement. Un garçon devient un homme quand le besoin d'un homme se fait sentir. Souviens-toi de cela. J'ai connu des garçons qui avaient 40 ans, parce qu'on n'avait pas besoin d'un homme. Peu après, ils rentrèrent se coucher. Maman, dans son grand lit de chêne qui occupait un coin de la pièce, Emilio et Rosie dans leur caisse remplie de paille et de peau de mouton, dans l'autre coin. La lune parcourut le ciel et le ressac mugit sur les rocs. Les coqs lancèrent leur premier appel, les vagues tombèrent. Il n'y eut plus qu'un léger chuchotement de houle sur les récifs. La lune descendit vers la mer. Les coqs chantèrent une deuxième fois. La lune atteignait presque le bord de l'eau quand Pépé amena son cheval fourbu sur la terre familiale. Son chien s'élança et tourna en rond autour du cheval avec des aboiements d'allégresse. Pépé se laissa glisser à terre. La misérable petite bicoque était d'argent au clair de lune, et son ombre carrée était noire au nord et à l'est. Vers l'est, l'entassement des monts baignait dans une lumière vaporeuse. Leur sommet se fondait dans le ciel. D'un pas lourd, Pépé monta les 3 marches du seuil et entra dans la maison. À l'intérieur, il faisait noir. On entendit un froufroutement dans le coin. Maman cria de son lit. « Qui vient là ? Pépé, laisse-toi !»« Si, maman. »« Tu as le remède ? » ?»« Si, maman. »« Alors va te coucher. Je croyais que tu serais resté à coucher à la maison de Madame Rodriguez. » Pépé se tenait debout, silencieux, dans l'obscurité de la chambre. « Pourquoi restes-tu là, Pépé ? Tu as bu du vin ? » ?»« Si, maman. »« Eh bien, va te coucher alors et cuve ton vin. »« Allume la chandelle, maman. Je dois partir dans la montagne. » Sa voix était lasse et patiente, mais ferme. « Qu'est-ce qu'il y a, Pépé ? Tu es fou ?» Maman fit craquer une allumette au soufre, éteint le petit halo lumineux jusqu'à ce que la flamme eût gagné toute la tige. Elle alluma la chandelle à terre près du lit. « Allons, Pépé, qu'est-ce que tu racontes là ?» Elle scruta anxieusement son visage. Il était changé. Son menton semblait avoir perdu son aspect fragile. Sa bouche était moins épaisse qu'elle n'avait été. Les lèvres formaient une ligne plus droite. Mais le plus grand changement s'était produit dans ses yeux. Il n'y avait plus de rire en eux ni de timidité. Ils étaient vifs, perçants et réfléchis. Il lui raconta la chose d'une voix uniforme, lui dit tout exactement comme cela s'était passé. Quelques personnes étaient venues dans la cuisine de Madame Rodriguez. Il y avait du vin à boire. Pépé avait bu du vin. La petite querelle. L'homme s'avançant sur Pépé et puis le couteau. Il était parti presque tout seul. Il avait volé, était parti comme une flèche avant même que Pépé s'en fût rendu compte. Tandis qu'il parlait, le visage de maman avait durci et paraissait s'amincir encore. Pépé termina. « Je suis un homme maintenant, maman.
L'homme m'a traité de noms que je ne pouvais pas laisser passer. » Maman approuva de la tête. « Oui, tu es un homme, mon pauvre petit Pépé. Tu es un homme. » Je sentais que cela devait arriver. Je t'ai observé quand tu jetais le couteau dans le piquet, et j'ai eu peur. L'espace d'un instant, son visage s'était adouci, mais maintenant il redevenait dur. « Allons, il faut t'apprêter. Va, réveille Emilio et Rosie. Va vite. » Pépé s'avança vers le coin où son frère et sa sœur dormaient dans les peaux de mouton. Il se pencha et le secoua doucement. « Viens, Rosie, viens, Emilio. La maman dit qu'il faut vous lever. » Les petits noirs s'assirent dans leur lit et se frottèrent les yeux à la lumière de la chandelle. Maman était levée à présent, son long jupon noir passé sur sa chemise de nuit. « Emilio !» cria-t-elle. « Monte là-bas, attraper l'autre cheval pour Pépé. Allons, vite, vite !» Emilio passa ses jambes dans la salopette et encore à moitié endormi, descendit du lit en trébuchant. « Tu n'as entendu personne derrière toi, sur la route ?» demanda anxieusement maman. « Non, maman, j'ai bien écouté. Il n'y avait personne sur la route. » Maman fila comme un oiseau à travers la pièce. D'un clou au mur, elle décrocha une gourde de toile et la jeta sur le plancher. Elle défit une couverture de son lit, en fit un rouleau bien serré et en attacha les deux bouts avec une ficelle. D'une caisse à côté du poêle, elle souleva un sac à farine à demi plein de viande séchée, noire et fibreux. « La veste noire de ton père, Pépé. Tiens, mets-la. » Pépé, debout au milieu de la pièce, la regardait s'affairer. Elle passa le bras derrière la porte et ramena le fusil, un long 38-56, brillant à force d'usure sur toute la longueur du canon. Pépé le lui prit des mains et le tint dans le creux de son épaule. Maman sortit un petit sac de cuir et compta les cartouches qu'elle lui mettait dans la main. « Il n'en reste que 10, le prévint-elle. « Tâche de ne pas les gâcher. » Emilio passa la tête dans l'ouverture de la porte. « Qui c'était le caballo, maman? Mets la selle de l'autre cheval. Attache la couverture. Tiens, attache la viande séchée au pommeau de la selle. » Cependant, Pépé restait planté là, observant silencieusement l'activité frénétique de sa mère. Son menton lui donnait l'air dur, et sa jolie bouche était tirée et amincie. Ses petits yeux suivaient maman par la chambre presque soupçonneusement. À mi-voix, Rosie demanda « Où va Pépé ?» Maman eut un regard farouche. « Pépé part en voyage. Pépé est un homme maintenant. Il a du travail d'homme à faire. » Pépé bomba le torse. Sa bouche changea jusqu'à le faire ressembler d'une façon étonnante à sa mère. Finalement, les préparatifs furent terminés. Le cheval, chargé, attendait devant la porte. Un filet de moisissure dégouttait de l'outre, le long du poitrail bai. L'aube commençait à faire pâlir le clair de lune, et la grande lune blanche était descendue tout près de la mer. La famille se tenait devant la cabane. Maman se planta devant Pépé. « Écoute, mon fils, ne t'arrête pas avant que la nuit soit revenue. Ne dors pas quand bien même tu es épuisé. Prends soin du cheval, afin qu'il ne s'arrête pas de fatigue. Rappelle-toi de faire attention aux balles. Il y en a seulement 10. Ne te bourre pas l'estomac de jerky, sinon cela te rendra malade. Mange un peu de jerky et remplis-toi l'estomac d'herbe. Quand tu arriveras dans la haute montagne, si tu vois de ces guetteurs noirs, ne t'approche pas d'eux et ne cherche pas non plus à leur parler. Et n'oublie pas tes prières. » Elle posa ses mains maigres sur les épaules de Pépé, se souleva sur la pointe des pieds et l'embrassa protocolairement sur les 2 joues, et Pépé l'embrassa sur les 2 joues. Ensuite, il alla à Emilio et à Rosie et leur embrassa les joues. Pépé se retourna vers maman. Il semblait chercher un peu de douceur, un peu de faiblesse en elle. Ses yeux scrutaient son visage, mais le visage de maman restait farouche. « Va maintenant, dit-elle. N'attends pas de te faire prendre comme un poulet. »
Pépé se hissa en selle. « Je suis un homme, dit-il. » Les premières lueurs de l'aube le virent grimper la colline en direction du petit canyon, d'où partait une piste conduisant dans la montagne. La lumière du jour et celle du clair de lune luttaient entre elles et avec ces deux valeurs guerroyantes. Il était difficile d'y voir. Avant que Pépé eût parcouru 100 yards, les contours de sa silhouette étaient devenus flous, et longtemps avant qu'il pénétrât dans le canyon, il n'était plus qu'une ombre grise, indéfinie. Mama se tenait toute raide devant le seuil, Emilio et Rosie à ses côtés. De temps à autre, il lançait à Mama un coup d'œil furtif. Lorsque la forme grise de Pépé eut disparu, fondue dans le flanc de la colline, Mama se détendit. Elle lança le gémissement aigu, âpre de la plainte de mort. « Notre beau, notre brave !» cria-t-elle. « Notre protecteur, notre fils est parti !» C'était la plainte rituelle. Elle s'élevait en un long gémissement perçant et retombait pour finir en une lamentation grave et rauque. Mama la lança 3 fois, puis elle fit demi-tour, entra dans la maison et referma la porte. Emilio et Rosie restaient plantés là, ébahis, dans la lumière du petit jour. Ils entendirent Mama geindre dans la maison. Ils allèrent s'asseoir sur la falaise au-dessus de l'océan. Leurs épaules se touchaient. « Quand Pépé est-il devenu un homme ?» demanda Emilio. « Hier soir à Monterey. » Les nuages sur l'océan tournèrent au rouge avec le soleil qui était derrière les montagnes. « Nous n'aurons pas de petit déjeuner, » dit Emilio. « Maman n'aura pas envie de faire la cuisine. » Rosie ne lui répondit pas. « Où est allé Pépé ?» demanda-t-il. Rosie se détourna pour le regarder. Elle répondit d'un air tranquille. « Il est parti en voyage. Il ne reviendra jamais. »« Il est mort ? Tu crois qu'il est mort ?» Rosie se retourna vers l'océan. Un petit vapeur traînant un filet de fumée était assis sur la ligne d'horizon. « Il n'est pas mort, » expliqua Rosie. « Pas encore. » Pépé laissa reposer la grosse carabine en travers de la selle devant lui. Il laissa le cheval monter la colline au pas et ne regarda pas en arrière. La pente granitique avait revêtu un manteau de brousse naine, si bien que Pépé trouva l'entrée d'un sentier et s'y engagea. En atteignant l'ouverture du canyon, il fit une fois volte-face sur sa selle et jeta un regard en arrière. Mais les maisons avaient été englouties par la lumière vaporeuse. D'une secousse, Pépé reprit sa marche en avant. La haute arête du canyon se referma sur lui. Son cheval allongea le cou, soupira et prit la piste. C'était un sentier usé par l'âge, mais bien conservé, du terreau foncé et meubles semés de débris de grès. La piste contournait l'épaulement du canyon et descendait à pic dans le lit du torrent. Aux endroits peu profonds, l'eau courait sans heurts, sans remous et miroitait au premier soleil du matin. Dans le fond, le lichen qui recouvrait de petits galets ronds les avait rendus aussi bruns que la rouille. Dans le sable au long des berges du torrent poussait la menthe grasse et haute, tandis que dans l'eau même, le cresson, vieux et coriace, s'était chargé de rues de graines. Le sentier entrait dans le torrent et ressortait de l'autre côté. Le cheval piéta et s'arrêta. Pépé lui lâcha la bride et laissa la bête noire l'eau courante. Bientôt les parois du canyon s'escarpèrent et les premiers séquoias apparurent, sentinelles géantes gardant la piste, aux immenses troncs ronds et rouges, porteurs d'un feuillage vert et dentelé comme la fougère. Dès que Pépé fut dans les arbres, il perdit le soleil. Une lumière pourpre et parfumée baignait le vert pâle du sous-bois. Des buissons de mûriers et de groseilliers sauvages et de hautes fougères bordaient le cours d'eau, et tout en haut, les branches de séquoia se rejoignaient et bouchaient le ciel. Pépé but à la gourde, puis fouilla dans le sac à farine et en tira un morceau noir et filandreux de jerky.
Ses dents blanches rongèrent les fibres noires jusqu'à ce que la viande se détachât. Il mâchait lentement et de temps à autre buvait un coup à la gourde. Ses petits yeux étaient fatigués et gonflés de sommeil, mais les muscles de son visage étaient tendus. Le sol de la piste était noir à présent. Il rendait un son creux sous le choc des sabots. Le torrent s'infléchissait plus nettement. De petites cascades éclaboussaient les cailloux. Des fougères à 5 doigts se penchaient au-dessus de l'eau et une fine pluie dégouttait du bout de leurs doigts. Pépé montait légèrement de biais sur sa selle, une jambe ballottant mollement. Il arracha une feuille à un laurier bordant la piste et la garda un moment dans sa bouche pour parfumer un peu le jerky sec. Il tenait la carabine négligemment posée en travers du pommeau. Soudain, il fut d'aplomb sur la selle, fit sortir le cheval de la piste et, à coups de talon, le poussa vivement derrière un grand séquoia. Il tira ferme les rênes contre le mors pour empêcher le cheval de hennir. Son visage s'était raidi et ses narines frémissaient légèrement. Un martèlement sourd approcha sur la piste et un cavalier passa, un gros rougeau avec une pointe de barbe blanche. Son cheval baissa la tête et poussa un hennissement pleurard en flairant la piste. « Holà !» fit l'homme, et il releva la tête de son cheval. Quand les derniers bruits de sabots se furent éteints, Pépé reprit la piste. Il n'était plus détendu sur sa selle. Il leva le lourd fusil et bascula le levier de culasse pour jeter une cartouche dans la chambre, puis laissa retomber le chien à mi-course. La piste devenait de plus en plus raide. Maintenant, les séquoias étaient plus petits et leurs cimes étaient mortes, rongées à mort aux endroits touchés par le vent. Le cheval avançait péniblement. Le soleil monta lentement et commença à descendre vers l'après-midi. La piste quittait le torrent à l'endroit où il débouchait d'un canyon latéral. Pépé mit pied à terre, fit boire son cheval et remplit sa gourde. Dès que la piste eut quitté le torrent, les arbres disparurent et seule la sauge épaisse et cassante, la manzanita et le chaparral bordaient la piste. Disparut aussi la terre meuble et noire, pour ne laisser à sa place que des débris de rocs légèrement brunis comme lits de piste. Des lézards étalaient pour s'enfoncer dans la brousse au craquement des petites pierres sous le pas du cheval. Pépé se retourna sur sa selle et regarda en arrière. Il était à découvert maintenant, il était visible de loin. À mesure qu'il gravissait la piste, le paysage devenait plus sauvage, plus terrible et plus sec. Le chemin serpentait au pied de gros rochers carrés. De petits lapins gris détalaient dans la brousse. Un oiseau poussa un cri perçant, grinçant et monotone. À l'est, les sommets de roches nues étaient pâles et d'une sécheresse poudreuse au soleil déclinant. Le cheval péniblement montait la piste en direction d'un petit V sur la crête, qui était le défilé. Pépé se retournait à peu près toutes les minutes pour jeter des regards méfiants en arrière, et ses yeux scrutaient les sommets des crêtes devant lui. Une fois, sur un éperon blanc et nu, il vit une forme noire, l'espace d'un instant, mais il se détourna vivement, car c'était un des guetteurs noirs. Nul ne savait qui étaient les guetteurs, ni où ils vivaient, mais il valait mieux les ignorer et ne jamais avoir l'air de s'intéresser à eux. Ils n'inquiétaient pas quiconque se tenait sur la piste et s'occupait de ses affaires. L'air était desséché et rempli d'une poussière légère, soufflée par la brise des montagnes érodées. Pépé but parcimonieusement à la gourde, la reboucha soigneusement et la raccrocha à la corne de la selle. La piste grimpait la pente schisteuse, évitant les rochers, descendant dans des crevasses, franchissant les vieilles écorchures laissées par les torrents asséchés. Quand il arriva devant l'étroit défilé, il fit halte et resta un long moment à regarder en arrière. On ne voyait plus de guetteurs noirs à présent. Derrière lui, la piste était déserte. Seules les hautes cimes des séquoias indiquaient le cours du torrent. Pépé s'engagea dans l'enfilade du passage. Ses petits yeux étaient à demi fermés de fatigue, mais son visage était dur, inflexible et viril.
Le vent des hautes montagnes venait en soupirant tourbillonner dans le défilé et sifflait sur les arêtes de gros fragments de granit. En l'air, un faucon à queue rouge rasa la crête en vol plané et jeta un cri irrité. Pépé descendit lentement à travers les aspérités du passage déchiqueté et regarda en bas, de l'autre côté. La piste dévalait brusquement, cahotant parmi les débris de roc. Au bas de la pente, il y avait une faille sombre, couverte d'épaisses broussailles, et de l'autre côté de la fente, un bout de terrain plat où croissait un bouquet de chênes. Une langue d'herbe verte coupait le plat. Et derrière s'élevait une autre montagne, désolée, avec des rochers morts et de petits buissons noirs, faméliques. Pépé but encore un coup à la gourde, car l'air était tellement sec qu'il lui entartrait les narines et lui brûlait les lèvres. Il mit le cheval sur la pente. Les sabots glissaient et s'acharnaient sur la sente raide, faisant partir des petits cailloux qui dégringolaient jusque dans la brousse. Le soleil avait disparu derrière la montagne de l'ouest, maintenant, mais ses reflets illuminaient encore les chênes et la plaine grasse. Les rocs et les pentes continuaient à renvoyer par vagues la chaleur du soleil accumulée dans la journée. Pépé leva la tête et regarda le sommet desséché de la crête prochaine. Il vit une forme noire se détacher contre le ciel, la silhouette d'un homme debout sur une pointe de roc, et il détourna vite les yeux pour ne pas paraître curieux. Quand, un moment plus tard, il regarda de nouveau, la silhouette n'était plus là. Dans la descente, la piste fut vite couverte. Parfois, le cheval trébuchait en cherchant un point d'appui. D'autres fois, il posait ferme le pied et glissait légèrement en avant. Ils arrivèrent enfin en bas, et là, le chaparral était plus haut que la tête de Pépé. Il tint son fusil d'une main et de l'autre se protégea la face contre les doigts pointus et cassants de la brousse. Il monta en suivant la fente, puis s'en écarta pour gravir une petite falaise. La plaine grasse s'étendait devant lui, avec les chênes ronds et réconfortants. Il resta un moment à observer la piste qu'il venait de descendre, mais aucun mouvement ni aucun bruit n'y était perceptible. Finalement, il s'engagea sur le terrain plat en direction de la bande verte, et à l'autre bout du terrain humide, il trouva une petite source, jaillissant à même le sol et retombant dans un bassin avant d'aller s'infiltrer à travers l'étendue de terrain plat. Pépé remplit d'abord sa gourde, puis il laissa le cheval assoiffé boire à la mare. Il mena le cheval jusqu'au bosquet de chênes et au milieu des arbres, relativement à l'abri des regards de tous les côtés. Il ôta la selle et le mors et les posa sur le sol. Le cheval étira ses mâchoires de côté et d'autre et bâilla. Pépé noua la longe autour du cou de la bête et l'attacha à un arbrisseau parmi les chênes, d'où il aurait un cercle assez large à brouter. Quand le cheval eut commencé à tondre voracement l'herbe sèche, Pépé revint à la selle, tira du sac un chapelet noir de jerky et, sans se presser, alla jusqu'à un chêne à l'orée du bosquet, d'où il avait vu sur la piste. Il s'assit dans un crissement de feuilles de chêne sèches et machinalement chercha son grand couteau noir pour couper le jerky, mais il n'avait pas de couteau. Il se mit sur son coude et mordit à même la viande forte et coriace. Son visage était sans expression, mais c'était un visage d'homme. La lumière éclatante du crépuscule lavait la crête est, mais la vallée s'assombrissait. Des colombes descendirent des hauteurs et volèrent vers la source, et les cailles sortirent en courant des fourrés et les rejoignirent, s'appelant distinctement les unes les autres. Du coin de l'œil, Pépé vit une ombre croître hors des broussailles qui comblaient le pli de terrain. Il tourna lentement la tête. Un gros chat sauvage tigré rampait vers la source, ventre au sol, rapide comme la pensée. Pépé épaula son fusil et doucement déplaça l'orifice du canon. Puis il regarda avec appréhension le long de la piste et laissa retomber le chien.
Sur le sol près de lui, il ramassa une brindille de chêne et la lança vers la source. Les cailles s'envolèrent dans un grand bruissement d'ailes et les colombes partirent dans un léger sifflement. Le grand chat se planta droit sur ses pattes. Il resta un moment à observer Pépé de ses yeux jaunes et froids. Puis, sans montrer la moindre crainte, il regagna le ravin. L'obscurité s'accumula vite dans la vallée profonde. Pépé marmonna ses prières, posa sa tête sur son bras et s'endormit instantanément. La lune se montra et emplit la vallée d'une lumière bleue et froide, et le vent descendit des sommets et vint balayer les arbres dans un bruissement de feuilles. Les hiboux s'affairèrent sur les pentes à la recherche de lapins. En bas, dans les broussailles du ravin, un coyote jacassait. Les chênes murmuraient doucement au souffle de la nuit. Pépé se leva en sursaut, l'oreille aux aguets. Son cheval avait henni. La lune, à ce moment, se coulait derrière la crête ouest, laissant la vallée de l'autre côté dans l'obscurité. Pépé était assis, les nerfs tendus, étreignant son fusil. Du lointain de la piste, un hennissement répondit, et il entendit un fracas de sabots ferrés sur des fragments de roc. Il fut debout d'un bond, courut à son cheval et le conduisit sous les arbres. Il jeta la selle sur la bête, serra fortement la sangle en vue de la pente raide, attrapa la tête rétive et fit entrer de force le mort dans la bouche. Il tâta le harnachement pour bien s'assurer que le jerky et le bidon de toile étaient là. Ensuite, il se mit en selle, tourna son cheval et grimpa la colline. La nuit était de velours noir. Le cheval trouva l'entrée de la piste à la sortie du plat et commença l'ascension, trébuchant et glissant sur les rochers. La main de Pépé monta vers sa tête. Son chapeau n'était plus là, il l'avait laissé sous le chêne. Le cheval s'était péniblement frayé un chemin assez loin dans la montée quand le premier changement de l'aurore se manifesta dans l'air. Une tonalité gris-acier au moment où la lumière se mélangeait complètement avec l'obscurité. Peu à peu, la ligne anguleuse, saillante de la crête se découpa au-dessus d'eux, granit pourri, torturé et ravagé par les vents du temps. Pépé avait lâché les rênes sur le pommeau de la selle, laissant le cheval se diriger seul. Dans le noir, les broussailles lui agrippaient les jambes au point de mettre en pièces un genou de son pantalon de grosse toile. Peu à peu, la lumière se répandit à flot sur la crête. La brousse étiolée, famélique, et les roches se détachèrent en perspectives plongeantes, étranges et solitaires dans le demi-jour. Ensuite, il y eut de la chaleur dans la lumière. Pépé fit halte et regarda en arrière, mais ne vit rien en bas, dans la vallée plus sombre. Le ciel se colorait de bleu au-dessus de la venue du soleil. Sur le flanc désertique de la montagne, les broussailles misérables et desséchées n'atteignaient que 3 pieds de haut. Ça et là saillaient de gros blocs erratiques, pareils à des maisons en train de s'effriter. Pépé se détendit un peu. Il but au bidon de toile et arracha un bout de jerky d'un coup de dent. Un aigle solitaire vola au-dessus de lui, très haut dans la lumière. Sans que rien lui laissait prévoir, le cheval de Pépé poussa un hennissement strident et s'abattit sur le flanc. Il était presque à terre avant que ne retentît d'en bas l'écho de la détonation. D'un trou derrière l'épaule agité de soubresauts, un flot de sang pourpre jaillit, stoppa, jaillit, stoppa. Les sabots labouraient la terre. Pépé gisait à côté du cheval à demi assommé. Lentement, il regarda vers le bas de la colline. Un brin de sauge, cisaillé, vola tout près de sa tête, et une autre détonation retentit, dont les parois du canyon se renvoyèrent l'écho. D'un bond frénétique, Pépé se jeta derrière un buisson. Il se mit à ramper le long de la pente, s'aidant des genoux et d'une main. De la main droite, il tenait le fusil au-dessus du sol et le poussait devant lui. Il se mouvait avec la prudence intuitive d'un animal. Il se faufila rapidement vers un gros bloc de granit qui saillait au-dessus de lui sur la pente. Là où la brousse était plus haute, il se remettait debout et courait courbé en deux.
et aux endroits où elle n'offrait qu'une mince protection, il avançait en se tortillant sur le ventre, poussant son fusil devant lui. Dans le court espace qui lui restait à franchir, il n'y avait plus du tout d'abri. Pépé balança une seconde, puis il franchit l'espace d'un trait et tourna le coin du rocher à la vitesse d'un éclair. Il s'adossa à la pierre haletant. Quand il eut repris son souffle, il se déplaça derrière et le long du rocher jusqu'à ce qu'il eût atteint une mince échancrure qui offrait un étroit champ de vision vers le bas de la colline. Pépé s'allongea sur le ventre, passa le canon de son fusil dans la fente et attendit. Maintenant le soleil rougissait les crêtes ouest. Déjà les busards se posaient aux environs de l'endroit où gisait le cheval. Un petit oiseau brun se mit à gratter parmi les feuilles de sauge morte, juste devant l'orifice du canon. L'aigle repassa en vol plané en direction du soleil levant. Pépé perçut un léger mouvement dans la brousse. Beaucoup plus bas, ses doigts se crispèrent sur son fusil. Une petite daine surgit qui s'avança délicatement sur la piste, la traversa et disparut de nouveau dans la brousse. Longtemps Pépé attendit. Au loin, tout en bas, il apercevait le bout de terrain plat avec les chênes et l'entaille verte. Soudain, ses yeux se reportèrent vivement sur la piste. À un quart de mille plus bas sur la pente, quelque chose avait remué imperceptiblement dans le chaparral. Le fusil se déplaça d'une secousse. Le guidon vint se nicher dans le V du cran de mire. Pépé calcula un instant, puis il monta la hausse du cran. Le léger mouvement dans la brousse se reproduisit. La ligne de mire se fixa dessus. Pépé pressa la détente. Le fracas de l'explosion retentit sur la pente et remonta de l'autre côté dans un tonnerre confus. Sur toute l'étendue de la pente, le silence se fit. Plus de mouvement. Et puis soudain, une raie blanche entama le granit de la fente. Un bourdonnement de balles s'effila au loin et un craquement retentit venant d'en bas. Pépé ressentit une vive douleur à la main droite. Un éclat de granit s'était fiché entre la première et la seconde phalange, et la pointe ressortait dans sa paume. Il retira soigneusement l'éclat de pierre. La blessure saignait régulièrement, paisiblement. Aucune veine, aucune artère n'était coupée. Pépé chercha du regard dans une anfractuosité poussiéreuse du rocher et y récolta une poignée de toiles d'araignée. Il enfonça le tout dans la plaie, malaxant avec le sang l'emplâtre de fil soyeux. L'écoulement cessa presque instantanément. Le fusil était par terre. Pépé le ramassa, poussa une nouvelle cartouche dans le magasin. Puis il se glissa à plat ventre dans la brousse. Loin sur la droite, il rampa, et ensuite vers le haut de la colline avec des mouvements lents et prudents, rampant vers le plus proche abri, puis se reposant, puis rampant de nouveau. Dans la montagne, le soleil est haut sur son arc avant de pénétrer dans les gorges. La face brûlante regarda par-dessus la colline, amenant avec elle une chaleur instantanée. La lumière blanche frappa les rochers, se refléta sur eux et remonta du sol en menues vibrations, et les rochers et les buissons semblaient vibrer derrière l'air. Pépé rampa en direction générale du pic dominant la crête, zigzagant à la recherche d'un abri. La coupure profonde entre les phalanges de sa main commença à battre. En rampant, il arriva tout près d'un serpent à sonnette avant de l'avoir vu, et quand il leva sa tête sèche et commença un sifflement doux, Pépé recula et prit un autre chemin. Les lézards gris et prestes filaient devant lui, soulevant une mince traînée de poussière. Il trouva une autre poignée de toile d'araignée et la pressa contre sa main enfiévrée. Pépé poussait maintenant son fusil de la main gauche. De petites gouttes de sueur couraient jusqu'au bout de ses cheveux raides et noirs et dégoulinaient sur ses yeux. Ses lèvres et sa langue s'épaississaient et s'alourdissaient. Ses lèvres se crispaient pour pomper la salive dans sa bouche. Ses petits yeux noirs étaient inquiets et méfiants. À un moment, quand un lézard s'arrêta devant lui sur le sol croûteux et tourna la tête de côté, il l'écrabouilla d'un seul coup avec une pierre. Lorsque le soleil eut lentement dépassé midi, il n'avait pas fait 1500 mètres. Exténué, il rampa encore une centaine de mètres jusqu'à un fourré de manzanita, haut et épineux.
rampa désespérément et quand il eut atteint le fourré, s'y coula avec des contorsions parmi les troncs rugueux et tordus, et laissa retomber sa tête sur son bras gauche. Les maigres broussailles n'offraient que peu d'ombre, mais il était à l'abri, en sécurité. Pépé s'endormit dans cette position, le soleil tapant dans son dos. Quelques petits oiseaux vinrent sautiller tout près de lui, l'épièrent un moment, puis repartirent en sautillant. Pépé se tortillait dans son sommeil et sans arrêt il levait sa main droite et la laissait retomber. Le soleil descendit derrière les pics, puis vint la fraîcheur du soir et la nuit. Un coyote glapit sur le versant de la montagne. Pépé s'éveilla en sursaut et jeta autour de lui un regard brouillé. Sa main était enflée et lourde, un mince filet douloureux montait le long de son bras pour s'installer dans une poche sous l'aisselle. Il guetta les alentours, puis il se leva car les montagnes étaient noires et la lune n'était pas encore levée. Pépé se tenait debout dans l'obscurité. La veste de son père pesait à son bras. Sa langue était enflée au point qu'elle remplissait presque sa bouche. En se contorsionnant, il se débarrassa de la veste et la laissa tomber dans les broussailles, puis il se remit à gravir la pente, péniblement, culbutant sur des rocs et s'arrachant un chemin à travers la brousse. Dans sa marche, le fusil tapait contre les pierres. De sèches et minuscules avalanches de gravier et d'éclats de pierre le suivaient dans la descente avec un bruissement doux. Au bout d'un moment, la pleine lune réapparut, éclairant la crête déchiquetée au-dessus de lui. Avec le clair de lune, Pépé avançait plus aisément. Il marchait courbé pour tenir son bras écarté de son corps. La montée fut tout en bond et en pause, une ruée frénétique sur quelques mètres, puis un repos. Le vent plongeait dans la pente et faisait craquer les tiges sèches dans les buissons. La lune était au méridien quand Pépé atteignit enfin le contrefort aux arêtes vives du sommet dominant la crête. Sur les derniers courts mètres de la montée, nulle part le sol n'avait tenu sous l'usure des vents. Le chemin était de rocs durs. Il se hissa jusqu'en haut et regarda de l'autre côté. Il y avait en bas devant lui un ravin pareil à l'autre, noyé dans la lumière vaporeuse du clair de lune, hérissé de chaparral et de sauges aux branches sèches et tourmentées. Sur l'autre côté, la pente grimpait plus à pic, et tout en haut, les dents pourries de la montagne détachaient contre le ciel leurs silhouettes déchiquetées. Au fond de la brèche, la brousse était épaisse et sombre. Pépé descendit la pente en trébuchant. La soif lui bouchait presque complètement la gorge. Au début, il essaya de courir, mais immédiatement il tomba et roula sur lui-même. Après cela, il avança plus prudemment. La lune allait disparaître quand il arriva en bas. À plat ventre, il rampa sous les broussailles épaisses, tâtonnant des doigts pour trouver de l'eau. Il n'y avait pas d'eau dans le lit du torrent, seulement de la terre humide. Pépé posa son fusil, enfonça la main dans la terre, ramena une pleine poignée de boue et la porta à sa bouche. Mais aussitôt il se mit à crachoter et à racler avec un doigt la terre restée sur sa langue, car la boue lui tirait la bouche comme un cataplasme. Il creusa un trou dans le torrent avec ses doigts et vida un petit bassin pour attraper de l'eau. Mais avant que le trou n'eût quelque profondeur, sa tête tomba en avant sur le sol humide et il s'endormit. L'aube vint et la chaleur du jour tomba sur la terre et Pépé dormait toujours. Tard dans l'après-midi, sa tête se dressa brusquement. Il regarda lentement autour de lui. Ses yeux n'étaient plus que 2 fentes de lassitude. À 20 pieds de là, dans les broussailles épaisses, un grand lion des montagnes, debout sur ses pattes, le regardait. Sa longue queue touffue flottait harmonieusement. Ses oreilles étaient tendues de curiosité. Mon pas dangereusement rabattus en arrière. Le lion se vautra sur le sol et resta à l'observer. Pépé regarda le trou qu'il avait creusé dans la terre. Un demi-pouce d'eau s'était amassé dans le fond. Il déchira le manche de son bras blessé, en déchiqueta un petit carré avec ses dents, l'imbiba d'eau et le mit dans sa bouche. Maintes et maintes fois, il trempa le bout d'étoffe et le suça. Cependant, le lion restait à l'observer. Le soir tomba, mais rien ne bougeait sur les hauteurs. Aucun oiseau ne vint visiter le fond asséché de la brèche. De temps à autre, Pépé regardait le lion.
Les paupières du fauve roux s'abaissaient comme s'il allait s'endormir. Il bâilla et sa longue et mince langue sortit et se recourba. Soudain, il tourna la tête avec une brusque saccade et ses narines frémirent. Sa queue épaisse fouetta l'air. Il se planta sur ses pattes et, telle une ombre fauve, s'éclipsa dans le gros du fourré. Un instant après, Pépé entendit le bruit, l'imperceptible et lointain grincement de sabots de cheval sur le gravier. Et il entendit autre chose, un hurlement aigu et plaintif de chien. Pépé prit son fusil de la main gauche et se coula dans la brousse aussi silencieusement que l'avait fait le lion. Dans la nuit qui allait s'épaississant, il grimpa, plié en deux, en direction de l'autre crête. Il ne se leva tout à fait que lorsque les ténèbres vinrent. Son énergie fut de courte durée. Dès qu'il fit noir, il tomba sur les rocs et se laissa glisser à genoux sur la pente raide. Mais il s'acharnait à grimper, s'accrochant aux aspérités de la montagne. Quand il eut franchi une bonne distance sur le chemin de la montée, il dormit un petit moment. Une lune fantomatique brilla sur son visage et le réveilla. Il se remit debout et reprit son ascension. 50 mètres plus loin, il s'arrêta et revint sur ses pas, car il avait oublié son fusil. D'un pas lourd, il redescendit et farfouilla dans la brousse, mais il ne put retrouver son arme. Finalement, il s'allongea pour se reposer. La poche de malle qu'il avait au creux de l'aisselle s'était faite plus lancinante. Il lui semblait que son bras enflait et se détachait de lui à chaque battement de son cœur. Étant couché, il n'y avait aucune position où son bras alourdi ne pesât contre son aisselle. Dans un sursaut de bête blessée, Pépé se leva de nouveau, se traîna vers le haut de la crête. De la main gauche, il tenait son bras enflé écarté de son corps. Quelques pas de montée et un instant de repos, et encore quelques pas. À la fin, il s'approcha du sommet. La lune en découpait la croupe dentelée sur le ciel. Le cerveau de Pépé tournoyait en larges spirales qui s'éloignaient de lui. Il s'affala sur le sol et se tint immobile, l'arête n'étant plus maintenant qu'à quelques centaines de pieds plus haut. La lune se déplaça sur le ciel. Pépé se tourna à demi sur le dos. Sa langue voulut former des mots, mais un chointement épais fut tout ce qui sortit de ses lèvres. Quand vint l'aube, Pépé se hissa sur ses pieds. Son regard était redevenu lucide. Il haussa son bras encombrant et gonflé devant lui et considéra la blessure enflammée. La ligne noire montait du poignet à l'aisselle. D'un geste automatique, il chercha dans sa poche le grand couteau noir, mais il n'était pas là. Ses yeux scrutèrent le sol, il ramassa un caillou plat et tranchant, et gratta la plaie, scia dans la chair orgueilleuse, puis pressa pour faire sortir les grosses gouttes de jus vert. Instantanément, il rejeta la tête en arrière et se mit à geindre comme un chien. Tout son côté droit frissonnait de douleur, mais la douleur lui éclairait la tête. Dans la lumière grise, il gravit le dernier talus jusqu'au faîte, puis se traîna sur le ventre par-dessus un alignement de rochers derrière lesquels il se cacha. Au-dessous de lui s'étalait un canyon exactement semblable au précédent, sans eau, désolé. Il n'y avait pas d'étendue plate, ni de chêne, pas même de brousse un peu fournie dans le fond. Et de l'autre côté, une crête escarpée se dressait, revêtue d'une mince couche de sauge desséchée, jonchée d'éclats de granit. La pente était parsemée d'excroissances rocheuses géantes, et sur l'arête, les dents de granit se détachaient contre le ciel. Le jour nouveau était lumineux maintenant. La flamme du soleil franchit la crête et tomba sur Pépé qui gisait par terre. Sa chevelure noire et raide était jonchée de brindilles et de toiles d'araignée. Ses yeux étaient retirés à l'intérieur de sa tête. Entre ses lèvres apparaissait le bout de sa langue noire. Il se mit sur son séant, tira son grand bras sur ses genoux et le dorlota, dans un balancement de tout son corps, avec des gémissements sourds dans la gorge. Il renversa la tête et regarda le ciel pâle. Un grand oiseau noir tournoyait presque hors de vue, et très loin, sur la droite. Un autre se rapprochait en vol plané. Il leva la tête pour écouter, car du fond de la vallée dont il venait de franchir la crête, un bruit familier avait frappé son oreille.
C'était le jappement criard d'une meute excitée et fiévreuse sur une piste. Pépé baissa vivement la tête. Il essaya de parler à mots rapides, mais ses lèvres n'émirent qu'un sifflement épais. De la main gauche, il traça sur sa poitrine une croix saccadée. Il dut se démener longtemps pour se mettre debout. Lentement, mécaniquement, il rampa jusqu'au faîte d'un gros rocher qui dominait la crête. Une fois là, il se dressa lentement, vacillant sur ses jambes, et se tint debout. Tout en bas, il apercevait la tache sombre de la brousse où il avait dormi. Il s'affermit sur ses pieds et resta planté là, noir sur le ciel du matin. Un crissement retentit à ses pieds, un morceau de pierre vola en l'air, et une balle vrombit et alla s'éteindre dans la gorge voisine. L'écho du craquement sourd remonta de la vallée. Pépé regarda un moment en bas, puis il se redressa. Son corps se rejeta violemment en arrière. Sa main gauche s'agita faiblement vers sa poitrine. Le deuxième craquement retentit d'en bas. Pépé bascula et dégringola du rocher. Son corps porta et roula sur la pente, déclencha une petite avalanche. Et quand il s'arrêta enfin contre un buisson, l'avalanche coula doucement et recouvrit sa tête. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces petites nouvelles vous auront plu. Je vous remercie par avance de liker, partager, commenter et de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.